Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Au sommaire, un débat sur la politique migratoire d'Angela Merkel qui la défendait avec ardeur cet après-midi devant le Parlement européen de Strasbourg. Une politique migratoire contestée par une partie des États européens, mais aussi de plus en plus à l'intérieur de l'Allemagne, à droite comme à gauche. Beaucoup se demandent maintenant si l'Allemagne peut faire face à un flux de réfugiés croissant. La question est désormais posée à Berlin. Et si Merkel s'était trompée? Nous en débattrons, mais tout d'abord, le témoignage d'une jeune transfuge de Corée du Nord. C'était un paranoïaque dont le roi Ubu s'appelle Kim Jong-un. Yeon Cheol-lee a quitté son concentrationnaire pays natal, seule, à pied, par une nuit sans lune. Elle avait 17 ans. 18 ans plus tard, après 7 changements de nom, on la retrouve, après l'empreinte digitale de Marc-Antoine de Porrette. En tapant Yeon Cheol-lee sur Internet, on arrive sur votre propre site web. Une page de présentation où l'on découvre que vous avez déjà écrit vos mémoires. Pourtant, vous avez seulement 35 ans, mais un parcours à peine croyable. Un chemin de vie qui débute en Corée du Nord, votre pays natal que vous aimez autant que vous le haïssez. Vos mémoires commencent par la fin. Vous voilà sur une scène devant un immense public. En anglais, vous racontez votre histoire. La vidéo de cette conférence TED sera vue par 4,5 millions de personnes. Quand j'avais 7 ans, j'ai vu ma première exécution publique. Mais je pensais que ma vie était normale en Corée du Nord. Je ne peux révéler trop de détails sur la façon dont je suis partie de Corée du Nord, mais je peux seulement dire que pendant les dures années de famine, on m'a envoyée en Chine pour vivre avec des parents lointains. Un témoignage bouleversant que vous racontez aujourd'hui dans un livre, La fille aux 7 noms. Le dernier, Yeon Cheol-lee, est celui que vous vous êtes donné une fois libre. D'après le traducteur, Yeon signifie soleil éclatant et Cho, chance. Vous racontez l'enfer d'un pays où personne ne mange à sa faim, où l'électricité se fait rare, comme on peut le voir de nuit sur cette carte satellite. Votre fuite vers la Chine, comment vous échappez à la prison, à un mariage arrangé, à un réseau de prostitution et changer d'identité autant de fois qu'il y a de couleurs dans l'arc-en-ciel. Sur votre route, la destinée a aussi placé quelques anges, comme ce bon samaritain australien qui vous aidera à faire libérer votre frère et votre mère prisonniers au Laos. Un sauveur désintéressé qui affirme ne pas vous aider vous, mais le peuple de Corée du Nord. Vous le retrouvez devant les caméras quelques années plus tard. Après cette aventure incroyable aussi triste qu'émouvante, la jeune fille aux 7 noms que vous êtes, croit-elle encore possible qu'un jour les deux Corées soient comme votre mère et vous, enfin réunis? Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Guillaume Roquette. Et bonsoir Yeon Cheol-lee. Merci d'être avec nous sur Arte, à l'occasion de la publication en français de ce récit proprement ébouriffant, l'histoire d'une transfuge nord-coréenne chez Stock. Car effectivement, vous avez l'air d'une jeune femme absolument calme, délicieuse, urbaine, mais vous êtes une transfuge nord-coréenne. Vous êtes émue par les images que vous venez de voir? Vous avez l'air bouleversée. Tout particulièrement quand je vois les images de la conférence TED que j'ai donnée quand j'explique la situation de ma famille au Laos. C'est très émouvant pour moi. Ça a vraiment changé ma vie. Votre famille qui a été emprisonnée au Laos, en l'occurrence votre mère et votre frère, mais qui ont pu finir par vous rejoindre en Corée du Sud. On va y revenir, mais tout de même, une transfuge nord-coréenne, une jeune fille, vous, qui à l'âge de 17 ans décide de quitter ce pays, assimilé à un pays carcéral, à l'enfer sur Terre, parce que, quoi? Parce que c'était infernal de vivre en Corée du Nord, parce que chacun est un informateur, parce que la propagande vous rend fou, parce qu'on assiste à des exécutions publiques à l'âge de 7 ans, à des pendaisons dans la rue, c'est ça la Corée du Nord? Parce que à cette époque, je pensais que mon pays était le meilleur. On était vraiment isolés de l'information extérieure et ce que l'on apprenait, c'était de la propagande. Nous n'avions pas accès aux pays extérieurs, à l'étranger, et on ne savait pas ce qu'il se passait ailleurs, même dans d'autres provinces ou d'autres villes. Donc il fallait tout simplement croire ce que disait le dictateur. Et il nous disait des choses tout à fait négatives au sujet de l'étranger, des gens qui meurent devant les hôpitaux, des gens qui ne peuvent pas étudier à l'université parce que les frais sont trop élevés. Et nous avions peur. Et c'est pour cela
cela. On nous expliquait que l'empire américain était un empire colonial. Donc, moi, je pensais que mon pays, c'était un paradis sur Terre. Et j'apprenais ça de la propagande. J'apprenais qu'il y avait des gens qui marchaient pieds nus dans les rues à l'étranger. Donc, on apprenait ce qu'il se passait dans le reste du monde grâce aux images de la propagande. À la seule chaîne de télévision, hein, il y avait une de chaîne de télévision en Corée du Nord, une chaîne nationale de propagande. Oui, c'est KCN. En fait, quand je suis arrivée en Chine, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de télévisions locales, pas simplement la télé nationale. Comment était-ce possible? Parce qu'en Corée du Nord, nous n'avons qu'une seule chaîne, donc on n'essaye même pas de changer la chaîne. Et tous les jours, j'entendais les dictateurs Kim Jong-un, Kim Jong-il, et toutes les chansons, tous les films nord-coréens, eh bien, c'est impossible de les réaliser sans évoquer les dictateurs. Sans eux. Comment avez-vous fait pour vous enfuir de Corée du Nord? Vous savez, en 1997, j'ai vu des gens mourir dans la rue. Alors, quand je grandissais, bien, j'ai vu des exécutions publiques, des gens qui disparaissaient du jour au lendemain, qui étaient emprisonnés. Mais voir quelqu'un mourir dans la rue, je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Et d'autres Coréens du Nord n'avaient pas accès à l'information, mais moi j'habitais près de la frontière chinoise. Donc parfois je pouvais recevoir des signaux télévisés. C'est illégal, mais j'ai réussi à le faire. En fait, par la fenêtre, je réussissais à regarder ces chaînes et pour moi c'était le paradis en Corée du Nord. Mais comment avez-vous pu physiquement quitter le pays alors que vous étiez une adolescente? Je crois que vous avez franchi une rivière gelée. Il y avait des gardes, il devait y avoir des policiers, la police politique. Comment avez-vous pu vous faire la belle, comme on dit en français? La plupart des transfuges nord-coréens risquent leur vie pour traverser la frontière. Et pour ma part, j'ai eu de la chance parce que j'habitais tout près de la frontière chinoise et nous avions une très bonne relation avec les gardes-frontières. Souvent, ce sont des gardes-frontières qui abattent les transfuges. Et en fait, ce sont souvent des gens très méchants. Mais moi, je me suis rendu compte qu'en fait, que ce sont des humains, des êtres humains. Ils reçoivent leurs ordres du régime, mais ils sont bien les enfants de quelqu'un. Ils sont comme mes oncles. Ce sont eux qui m'ont aidé à traverser la frontière. Nadia, parlez-nous de la Corée du Nord, donc cet enfer décrit par notre invité et qui semble pourtant un paradis aux yeux de quelques Occidentaux. Ouais. Oui, et ça semble encore plus absurde après vous avoir écouté, mais il y a effectivement un réseau mondial de personnes qui trouvent que la Corée du Nord, c'est le paradis sur Terre et qui trouvent aussi que les Nord-Coréens ne connaissent pas leur chance. C'est un réseau qui s'appelle Friends of Korea, les Amis de la Corée. Ils se réunissent pour lire les discours révolutionnaires, envoyer des messages de solidarité au régime. Et le pire, c'est que parmi ces personnes, il y a des hommes et des femmes politiques. Le journal britannique Le Guardian a rencontré cet homme, c'est le secrétaire du réseau, il s'appelle Michael Chant, il a été le secrétaire général du Parti communiste révolutionnaire de Grande-Bretagne, c'est un vrai parti. Lui, ce qu'il déclare, c'est que le gouvernement est en harmonie avec les gens, que Kim Jong-un incarne les aspirations du peuple et qu'il est victime d'une propagande calomnieuse en France. On a aussi des parlementaires, des politiques qui vantent la propreté de la Corée du Nord, les trottoirs, le développement économique. Est-ce que ça vous étonne que cette propagande que vous venez d'évoquer dépasse les frontières ? Je voudrais vraiment leur dire, allez en Corée du Nord et voyez cela comme le citoyen nord-coréen lambda, pas comme un étranger. Allez là-bas pendant un mois et après vous me direz ce que vous en pensez, si vous pensez toujours que c'est le paradis sur Terre. Alors bien sûr c'est propre, Pyongyang c'est le royaume de la Corée du Nord, mais il n'y a rien autour. Il y a des pénuries
partout. Et d'ailleurs, les commerces sont toujours vides. C'est pour cela que les rues sont propres. Et maintenant, évidemment, il y a des gens qui sont pro-Corée du Nord en Amérique du Nord, mais je veux vous dire, vous vivez dans des démocraties libres, dans le monde libre. Ne voyez-vous pas la réalité et que les gens meurent de faim dans la rue en Corée du Nord? Je n'arrive pas à comprendre. Guillaume, vous disiez quand vous étiez jeune, vous pensiez que la vie en Corée du Nord, c'était la vie normale, que c'était même mieux qu'ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui pensent ça en Corée du Nord, ou est-ce qu'avec Internet, les gens savent tous qu'ils vivent dans une dictature terrible? En Corée du Nord, nous n'avons pas l'Internet. Et si c'était le cas, eh bien, le régime s'effondrerait. C'est pour cela que nous n'aurons jamais l'Internet. Moi, j'étais la première à recevoir une information étrangère par la télé. C'est pour cela que j'ai fui. Puis ensuite, il y a eu la famine dans les années 2000 avec des transfuges qui ont travaillé avec des organisations internationales qui, d'ailleurs, ont tenté de nous faire un lavage de cerveau pour nous dire... en tout cas, il y a également eu des DVD qui ont été diffusés en Corée du Nord. Et les gens savaient au moins que la Corée du Nord n'est pas ce paradis sur Terre et que la Corée du Sud n'est pas un pays pauvre. C'est très important. Justement, vous pensez que la réunification est possible encore? Il faudrait que le régime tombe, mais est-ce qu'au bout de presque 70 ans, ce ne sont pas devenus deux peuples étrangers l'un à l'autre, Corée du Nord et Corée du Sud? Écoutez, je suis convaincue que cette tyrannie va prendre fin et que le régime va s'effondrer. C'est pour cela que je fais de mon mieux et que je fais ce travail. Parce que Kim Jong-un est complètement fou. C'est prouvé. Il est complètement instable. Et il a tué son propre oncle, mais également des fonctionnaires de haut rang qui demandent d'ailleurs l'asile auprès d'autres consulats, notamment en Corée du Sud. Donc vraiment, le pouvoir s'affaiblit. Mais pour le citoyen lambda, c'est difficile d'imaginer cela parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont victimes de ce lavage de cerveau. Mais je suis sûre que le changement va se produire de la part de l'entourage d'ailleurs du dictateur. Nous espérons que vous le verrez de votre vivant, cher Yoon Se-oli. Merci d'être venu dans 28 minutes sur Arte. Et je rappelle, ça vient de paraître chez Stock, La fille aux 7 noms. C'est proprement incroyable, complètement romanesque. Et c'est le récit d'une évasion, littéralement, de Corée du Nord. Merci encore. Et place au débat sur la politique migratoire d'Angela Merkel, qui est de plus en plus contestée cet après-midi au Parlement européen de Strasbourg, mais aussi en Allemagne, dans la rue et au Bundestag. La gauche et la droite commencent à s'inquiéter du flux incessant de réfugiés. Dans les sondages, Mouti Davis, la chancelière, s'est-elle montrée trop hospitalière? A-t-elle sous-estimé les conséquences de sa politique d'accueil sur ses voisins européens et sur la société allemande? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Habituellement, Angela Merkel n'est pas très tactile. Mais ce jour-là, elle s'est pliée à la mode des selfies, victime de son succès auprès des réfugiés. En décidant d'accueillir les migrants qui fuient la guerre en Syrie, la chancelière misait sur l'arrivée de 800 000 demandeurs d'asile. Ils pourraient être 2 fois plus nombreux d'ici la fin de l'année. La politique d'asile d'Angela Merkel commence à diviser en Allemagne, jusque dans son propre camp. Les hébergements ne suffisent plus, il faut innover pour accueillir les réfugiés, dans des bulles ou des hangars. Et si Angela Merkel reste populaire auprès des migrants, elle baisse nettement dans les sondages d'opinion. Pour autant, pas question de changer de cap, même lorsqu'elle est interpellée, comme cet après-midi, par l'extrême droite au Parlement européen. Merci, Madame Merkel, de nous faire le plaisir de venir aujourd'hui avec votre vice-chancelier, administrateur de la province France. Je ne vous reconnais pas, en effet, Madame. Le droit de disposer de nous dans une tentative absurde d'une domination allemande de l'Europe. Des mises en cause théâtrales balayées par la chancelière.
Quand on entend la précédente interlocutrice, il faut faire attention à ne pas devenir dépressif, car l'Europe, c'est aussi des réussites. Des réussites et des devoirs aussi, selon Angela Merkel, notamment celui de considérer les réfugiés qui fuient la guerre comme des êtres humains et non comme des masses anonymes. Alors, face à la pression migratoire, la chancelière a-t-elle vu juste en ouvrant ses portes ou a-t-elle agi avec précipitation ? On a hâte de vous entendre tous les trois. Bonsoir Yves Bertoncini, vous êtes directeur de l'Institut Jacques Delors. D'après vous, Angela Merkel a eu raison sur le fond. Le fond, c'est l'accueil, la fraternité, on n'y revient pas. Mais sur la forme, toujours selon vous, elle a créé une sorte de désordre. Anne-Marie Le Gloanec, bonsoir madame. Vous êtes politologue, spécialiste de l'Allemagne et de l'Europe. Vous enseignez à Sciences Po Paris. Et selon vous, sans l'avoir calculé, véritablement, Angela Merkel a créé un appel d'air et des difficultés incommensurables à suivre. À côté de vous, Heinz Wiesmann. Bonsoir monsieur, vous êtes politologue, vous êtes philosophe, pardon, et quel philosophe, et directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Selon vous, on peut comprendre l'inquiétude des Allemands devant l'arrivée de 7000 réfugiés par jour, mais cette inquiétude est manipulée par les adversaires politiques d'Angela Merkel. On va en débattre après une question d'un internaute. Oui. Qui concerne Angela Merkel. La voici, cette question. Angela Merkel est pressentie pour le prix Nobel de la paix. Si elle l'obtient, la population allemande va-t-elle à nouveau la soutenir dans sa politique d'accueil des réfugiés? Anne-Marie Le Gloanec, elle est effectivement pressentie. Elle pourrait peut-être l'obtenir vendredi. Est-ce que ça pourrait changer quoi que ce soit? Est-ce que ça enverra un signal aux Allemands et aux Européens? Je ne sais pas, c'est difficile à dire quel est l'impact d'un prix Nobel, surtout d'un prix Nobel politique. On l'a vu avec Barack Obama. Et l'Europe, d'autant plus qu'elle n'est pas seule en lice et qu'il y a le Haut Commissariat aux réfugiés qui, à mon avis, aurait de bonnes chances pour l'emporter. Donc je ne sais pas si réellement sera une influence véritable en Allemagne ou en Europe. Bon, on verra ça demain. En attendant, des chiffres et un liés chiffre à ce flux. Qui est 51%, c'est la proportion d'Allemands qui se déclarent inquiets devant la quantité de réfugiés qui arrivent dans le pays, selon un sondage publié par la chaîne de télévision publique allemande ARD, 51% contre 38% au mois de septembre. Donc il y a une sorte de basculement de l'opinion. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est qu'il y a une différence importante entre les Allemands qui sont sondés dans l'ex-RDA, qui sont 59% à craindre cet afflux de réfugiés, contre 48% seulement, entre guillemets, du côté ouest. Heinz Wiesmann, comment vous expliquez ce basculement de l'opinion? Est-ce que c'est juste un effet quantitatif? Est-ce que c'est juste que les Allemands se sont rendus compte concrètement du nombre de migrants qui pouvaient arriver? Un problème d'ordre et d'organisation. Cet afflux est tellement important qu'il déborde tous les dispositifs qui étaient disponibles et qui étaient d'ailleurs dès le départ insuffisants. Et donc Angela Merkel a pris un grand risque en faisant venir des gens que l'Allemagne ne pouvait pas vraiment accueillir dans les conditions. Elle ne les faisait pas venir, ils venaient déjà d'eux-mêmes. Mais elle leur ouvrait les portes. Alors, je comprends très bien que des populations, je veux dire, c'est toujours à la surface évidemment, soient perturbées, craignent quelque chose, mais il y a un noyau dur en Allemagne qui soutient quand même l'idée que cette immigration ne pose pas un problème d'identité nationale, parce que c'est là que se joue le vrai clivage. Et donc, il ne faut pas s'attacher à l'écume des jours où, comme vous disiez tout à l'heure, évidemment, les adversaires politiques s'emparent du moindre moyen pour déstabiliser un adversaire. C'est normal. Seulement, ça reste, à mon sens, négligeable, même si le jeu démocratique fait qu'on tient compte, évidemment, de ces moments éphémères, des flux et reflux. Si on est au mauvais moment exposé à une vague de ce genre, on peut perdre les élections. Ça, c'est un risque à prendre. Là, pour le moment, elle ne perd que des points. Mais on évoque un document qui a été publié par Bild lundi. Yves Bertoncini, vous êtes au courant, qui évoquait 1,5 million de demandeurs d'asile donc en Allemagne. Et ce document, publié par Bild, toujours au conditionnel, rajoutait que ça ferait 7 millions de réfugiés avec les familles, avec les enfants, avec les femmes, avec les familles. Est-ce que la publication de chiffres comme ceci peut agiter ou inquiéter l'opinion? Certainement. Il y a beaucoup de fantasmes quand même et beaucoup de chiffres contradictoires qui circulent. La chose dont on est à peu près sûr pour l'instant, c'est combien il y a de réfugiés qui ont fui la Syrie et qui sont dans les pays autour, parce que l'essentiel est là, plus de 4 millions dans les pays autour, notamment en Turquie, Liban, Jordanie.
Il y en a une fraction qui est venue, y compris dans la dernière période, rejoindre l'Europe pour demander l'asile. Et là, on en est à 600, 700, peut-être 800 000. Hein. François Hollande a tout à l'heure cité au Parlement européen le chiffre de 650 000, 700 000. Mais sans doute, le potentiel est-il plus important. Je crois que ce qu'a fait Daniel Angela Merkel... Cohn-Bendit, qui était à votre place il y a quelques semaines, parlait de millions de réfugiés à Guillaume Roquette qui en a la mâchoire décrochée. Non, mais le potentiel de personnes qui trouvent l'Europe attractive et qui, surtout, sont en guerre dans leur pays et donc veulent se mettre en sécurité est effectivement important. Les Syriens, ils ont fui leur pays. D'abord, l'essentiel, ce sont des déplacés à l'intérieur de leur pays. Ensuite, l'autre partie, ils sont autour. Et donc, ce qu'ils voudraient, c'est rentrer en Syrie un jour ou l'autre. Sauf que le conflit est difficile, évidemment, à régler. Et puis, in fine, il y en a une partie qui tente l'aventure vers l'Europe, surtout si, effectivement, ils perçoivent que peut-être il y a, notamment en Allemagne, la volonté de les accueillir. Je vais quand même dire une chose sur Angela Merkel. Elle a dit, elle a eu une réponse humanitaire. Il faut la prouver là-dessus. Mais au-delà, elle a eu une réponse qui était identitaire, dans les deux sens. Qui sont ces gens ? Est-ce que ce sont des victimes ou des menaces? Elle nous a rappelé que c'était des victimes. Et le débat s'organise aussi à partir de cela. Et deuxièmement, qui sommes-nous, nous? Est-ce que les Européens, nous sommes Lampedusa? Nous sommes Kos, Lesbos, c'est-à-dire une petite île pauvre et débordée? Ou est-ce que nous sommes l'Allemagne? C'est-à-dire un vaste espace riche, pour qui c'est un défi considérable, aussi considérable que la réunification, a-t-elle dit, mais qui peut y arriver, même si ça va créer beaucoup de difficultés. Alors, juste une question à Hans Wiesmann, peut-être, sans vouloir psychologiser à outrance les motivations d'Angela Merkel. Est-ce que c'est la fille de Pasteur qui a réagi par rapport aux réfugiés en prônant l'accueil? Et est-ce que c'est aussi quelqu'un qui est très attaché au texte, à la Constitution, qui évoque cette obligation morale, éthique d'accueillir? Enfin, il y a même une dimension juridique dans cette affaire, puisque les Allemands, après la guerre, quand ils ont perdu toute légitimité politique, ils se sont investis dans des manières de régler le vivre ensemble, d'abord chez eux, mais ensuite ils ont essayé d'imposer ça autour. La phrase que Angela Merkel répète avec les autres responsables politiques, comme toujours en latin, quand c'est en allemand vraiment important, c'est pacta sunt servanda, il faut respecter les traités. Et c'est comme ça qu'on comprend aussi l'attitude à l'égard de la Grèce. Il y a quelque chose où on rejette l'idée que l'on puisse simplement céder à une pression du moment. Parce qu'il y a des règles qui ont été gravées dans le marbre, de la Constitution surtout, qu'on fait traduire en arabe maintenant, ce qui est magnifique. Et je voudrais rajouter quelque chose aussi, c'est que depuis un certain nombre de mois, Angela Merkel souligne que l'Allemagne est une terre d'immigration, ce qui est vrai et ce qu'on ignore en France, et ce que parfois les Allemands ignorent eux-mêmes. C'est-à-dire que depuis... Surtout les Allemands de RDA, ex-RDA peut-être Les Allemands de RDA plus que les autres. Depuis quelques années, l'Allemagne est le deuxième pays derrière les États-Unis, selon les chiffres de l'OCDE, à attirer des migrants. Là, je mets tout le monde... Tout confondu. Enfin, tout confondu. Je ne parle pas des réfugiés en particulier. Exactement. L'Allemagne est une terre de migration. L'Allemagne est un pays qui a changé considérablement, qui a une diversité extraordinaire. C'est pas seulement celle de la Mannschaft. On peut prendre le gouvernement également pour exemple, ou au moins le gouvernement précédent. Enfin, je veux dire, il y a une diversité allemande qui est extraordinaire. Elle l'a imposée à son parti avant Noël. Le parti n'était pas tout à fait d'accord. Cette idée de terre d'immigration. Et il y a donc une certaine continuité dans sa pensée, y compris aussi l'article 1 de la Constitution. La dignité de l'être humain. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Oui, il y a peut-être quand même un peu de tirage au sein même du parti de Mme Merkel, voire même au sein même du gouvernement, parce que dans la perception du comportement des migrants, le ministre de l'Intérieur, Thomas de Maizière, a tenu des propos assez sévères. Vous allez écouter, c'était vendredi dernier. Jusqu'à l'été, les réfugiés étaient reconnaissants d'être chez nous. Ils demandaient où était la police, où était le centre d'enregistrement, où est-ce qu'ils devaient aller. Aujourd'hui, ils quittent les centres d'accueil, ils commandent un taxi et disposent étonnamment de l'argent nécessaire pour parcourir des centaines de kilomètres à travers l'Allemagne. Ils font la grève parce que leur logement ne leur convient pas et ils font des histoires car ils n'aiment pas la nourriture. Hans Wiesmann, pour nous Français, c'est très surprenant ces images parce qu'on se dit où est la solidarité gouvernementale. En gros, le ministre de l'Intérieur dit regardez, ils ne se comportent pas bien. Sous-entendu, peut-être qu'on n'aurait pas dû les accueillir. Il ne faut pas être naïf, il y a un partage des rôles. Le ministre de l'Intérieur est dans son rôle quand il déplore le désordre qui s'installe et qui est réel. Et du coup, il prend les devants
dans la vague de mécontentement qui traverse l'Allemagne à ce niveau-là. Mais ça n'explique absolument pas, ou ça ne conduit absolument pas à mettre en question les principes mis en avant quand on les a accueillis. C'est très très délicat. On joue sur deux tableaux et tout gouvernement un peu avisé pratique le partage des rôles. Il y a aussi, Yves Bertoncini, des propos qui sont tenus en Allemagne sur les tensions qui existeraient entre, d'un côté, les réfugiés musulmans et de l'autre côté, les réfugiés chrétiens, à l'intérieur même des centres où ils sont installés. Oui, c'est possible, mais ces tensions sont vives, notamment parce qu'en Allemagne de l'Est, on souligne ces tensions en Allemagne de l'Est, parce que, comme d'ailleurs dans les pays du groupe de Visegrad, il n'y a pas, dans cette zone-là de l'Allemagne, qui était sous le pacte de Varsovie, une tradition d'accueil d'une manière générale, et de musulmans en particulier. Il y a aussi des tensions qui sont nourries par la CSU en Bavière. Là, peut-être c'est le côté, je dirais, obscur de l'identité chrétienne. Et ça aussi, on retrouve ça en Europe centrale, en Hongrie, consistant à dire, écoutez, le christianisme, c'est peut-être l'accueil, seulement des chrétiens. Le patron de la CSU, d'ailleurs, accueilli en Allemagne Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui est sur une ligne dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'est pas la même. Pas très merkelienne. Il y a au moins deux pans de la société allemande, et du point de vue politique, qui sont sur une ligne un peu divergente, même carrément divergente. Je crois que sur la question du désordre, je me demandais si au fond, en tout cas en Allemagne, il n'y a pas des observateurs, des acteurs politiques qui voudraient faire de cette crise des réfugiés le mai 68 d'Angela Merkel. C'est-à-dire, comme De Gaulle, qui est là depuis très très longtemps et dont on a l'impression qu'il ne partira jamais, eh bien, utiliser cette crise pour la déstabiliser un peu. Alors, il faut dire que ce n'est pas De Gaulle qui a provoqué mai 68. Non, ce n'est pas lui qui l'a proposé. Alors qu'à priori, c'est Mme Merkel qui a ouvert les portes de l'Allemagne. C'est pas Merkel qui a provoqué la guerre en Syrie. C'est pas elle qui est intervenue en Libye non plus pour détruire Kadhafi. Donc, c'est pas elle. Après, dans la gestion du phénomène, elle a été conforme au droit civil universel, a-t-elle dit. Si ce sont des demandeurs d'asile qui méritent l'asile, on leur apportera une réponse positive. Donc de ce point de vue-là, elle a accéléré, oui sans doute, le flux de demandes qui pouvait parvenir en Allemagne, mais elle n'a pas généré complètement le désordre qui est aujourd'hui en Europe. Cela dit, il faut quand même reconnaître une chose, c'est que ce que Angela Merkel a fait à la fin août, c'est de constater que Dublin ne fonctionnait plus. Ne fonctionnait pas depuis un certain temps, il ne fonctionnait plus du tout. C'est-à-dire qu'en ouvrant les portes de l'Allemagne, notamment lors de sa rencontre avec le chancelier autrichien et le Premier ministre serbe le 27 août, en disant les portes sont ouvertes en Allemagne, ça voulait dire que l'enregistrement des réfugiés passant par l'Italie ou passant par la Grèce n'allait pas se faire, parce que de toute façon il ne se faisait pas, que ces pays n'avaient pas les moyens, ni en personnel, ni en les moyens financiers. Elle reconnaissait donc que ces pays n'avaient pas les moyens, que c'était une manière d'alléger le fardeau de ces pays que d'ouvrir la porte directement aux Allemands. Et en même temps, en faisant ça, elle a généré un effet inverse qui était de créer un appel d'air un peu plus grand. Et des Syriens qui n'étaient peut-être pas tout à fait décidés, se précipitant par peur de voir la porte se fermer. On pensait qu'ils allaient être bien accueillis. Et au fond, créant des difficultés supplémentaires pour les pays de transit ou les pays d'arrivée. Donc on a un phénomène extrêmement complexe. Très bien, Marie Le Glenec. Nadia, parlez-nous de gages qui seraient donnés par Angela Merkel. Oui, elle a commencé à durcir propos des pays un peu les règles, effectivement, notamment en donnant le statut de pays sûr à 3 pays, le Monténégro, l'Albanie et le Kosovo. Ça veut dire concrètement que toutes les demandes d'asile des ressortissants de ces pays-là seront systématiquement refusées. J'ai du mal. Et ça pose 2 questions. D'abord, est-ce que ça changera grand-chose sur le terrain? Pas sûr, parce qu'au premier semestre 2015, près de 40% des demandes d'asile en Allemagne étaient originaires des pays des Balkans et leur chance de voir leur demande acceptée était déjà inférieure à 1%. Et puis surtout, ça risque de stimuler un business qui a déjà commencé il y a quelques mois. Aujourd'hui, il est très possible de trouver un faux passeport syrien. Un journaliste l'a montré d'ailleurs en publiant sur Internet un passeport syrien qui s'est procuré pour quelques centaines d'euros. Donc ça existe déjà. Et la deuxième question que ça pose, c'est ces 3 pays sûrs, sont-ils si sûrs que ça? On peut prendre l'exemple du Kosovo, par exemple. On se rappelle que Manuel Valls, il y a quelques jours, déclarait qu'un habitant du Kosovo qui tente de rejoindre l'Allemagne est forcément
un migrant économique et qu'à ce titre, il ne mérite pas l'asile. Et ça, c'est pas du tout l'avis de l'OFPRA. Il y a pile un an, le Conseil d'État a retiré le Kosovo de la liste des pays sûrs, eu égard, je cite, aux violences auxquelles restent exposées certaines catégories de sa population. Ça fait notamment référence aux Roms qui subissent des persécutions dans ces pays. On peut rappeler aussi qu'Amnesty International et le HCR ont fait valoir que les réfugiés roms sont éligibles à une protection internationale durable. Yves Bertoncini, est-ce que c'est dire que l'Allemagne est aujourd'hui en train de sacrifier certaines populations pour calmer les esprits? Ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de demandes d'asile en provenance des pays des Balkans. 40% et que, pour l'instant. Effectivement, dans la position allemande, il y a l'idée d'être généreuse quand il s'agit de l'aide pour des demandeurs d'asile persécutés et, si possible, fermée désormais pour des pays qui ne le mériteraient pas. Je précise que quand on dit que des pays sont sûrs, ça ne veut pas dire que les demandes ne vont pas être examinées. Ça veut dire qu'elles peuvent être examinées de manière très rapide, justement pour désengorger les centres d'appel. Il peut arriver, même en France, qu'on accorde à des personnes qui viennent de pays sûrs l'asile. Exemple, le Sénégal, quand il y a des... Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des Kosovars qui pourraient recevoir l'asile en Allemagne, mais c'est clair qu'on inversera la charge de la preuve. Et on fera justement davantage de place pour ceux qui le méritent. Ça fait partie de la stratégie plus globale qui est à l'œuvre et que l'Allemagne pousse en avant, de l'ouverture d'un côté, de la fermeté de l'autre, le renforcement des contrôles aux frontières. Je crois que du point de vue allemand, il y a aussi l'idée que dans les pays du Sud comme la Grèce et l'Italie, les contrôles ne sont pas faits correctement. Alors évidemment, s'ils sont débordés, dans un premier temps, accueillons les demandeurs d'asile. Mais enfin, ce qu'il faut faire de manière durable, c'est renforcer les contrôles. En amont, dans ces pays-là, il y a la stratégie, évidemment, avec les pays sources des réfugiés qui aujourd'hui ne sont pas essentiellement... c'est pas la Syrie, hein, c'est la Turquie, c'est la Jordanie, etc. D'accord, Yves Bertoncini. C'est un plan global. Parlons un peu des valeurs non négociables. Oui, parce que c'est évoqué par le président allemand. C'est le terme qu'a employé le président allemand en disant qu'il y a des valeurs non négociables, les droits des femmes, des homosexuels, le refus de l'antisémitisme, du droit à l'existence d'Israël et que les migrants devaient évidemment reconnaître ces valeurs comme si ça n'allait pas de soi. Et là, ça ne va pas. Il y a des régions dans le monde où il y a des populations qui n'adhèrent pas automatiquement à ces principes. Ça veut dire qu'il y a un problème, pas seulement peut-être numérique, mais aussi culturel avec cette immigration de gens qui, notamment parce qu'ils sont musulmans, se trouvent être difficilement accueillables par les Allemands? Non, mais là, vous poussez un peu. Ils posent un problème. Or, c'est leur problème d'adhérer aux valeurs que le pays qui les accueille. C'est Thomas de Maizière qui poussait, il évoquait l'ingratitude, l'agressivité, la dissimulation, l'imposture. Il s'est fait le porte-parole des populations. Il y a toujours un peu de démagogie dans ces affaires. Vous disiez tout à l'heure qu'évidemment, on peut s'emparer en bon politicien de tout mécontentement qui traîne et puis on fait monter. La CSU, c'est typiquement une rancune ancienne à l'égard de Merkel qui avait éliminé tous les barons de ce pays frère ou sœur de ce parti. Je veux dire, tout ça, il faut en tenir compte. Il y a toujours un peu une profondeur historique aussi des situations. Il ne faut pas faire comme si tout est dans le pur présent des principes universels. Alors, on évoque les forces politiques qui peuvent utiliser ou attiser outre-Rhin la peur de l'étranger qui va manger notre sauerkraut. Pour employer un mot arté, eh bien, la patronne de l'AfD, le nouveau parti eurosceptique, s'appelle Frauke Petry. Elle se distingue de ce point de vue-là. Elle est l'élue du jour de Thibault Nolte dans Bang Bang. Regardez. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Tandis que l'opinion allemande vacille sur la question des réfugiés, la nouvelle chef du nouveau parti AfD entend en tirer profit. Alors faut-il taxer Frauke Petry? Frauke Petry est depuis juillet à la tête du parti Alternative für Deutschland, Alternative pour l'Allemagne. La jeune femme de 40 ans a démarré un virage idéologique qui cartonne au hit-parade politique. Son tube, « Toi l'étranger qui s'en fasse ». Mais non, son tube, un petit couplet sur le chaos annoncé par l'arrivée des migrants. Frauke est entrée en politique en 2013. C'est sa maman qui lui envoie un mail sur un nouveau parti eurosceptique, l'AfD. Frauke, qui vomit l'euro, rejoint ce petit mouvement qui tape sur la Grèce. À l'été 2014, elle atteint presque 10% en régional. Et à l'été 2015, elle prend la tête du parti. Frauke est une fusée qui file vers l'extrême droite.
Avec une enfance en RDA, 19,5 de moyenne au bac, un doctorat en chimie, un mari pasteur, 4 enfants, une entreprise high-tech et une faillite old school, le populisme ressemble à un corps étranger dans ce CV en polyuréthane. Pourtant, Frauke remplit parfaitement l'espace entre les démocrates chrétiens et les fascistes du NPD. Pardon. Le docteur Petri utilise les attentats contre Charlie pour brocarder les demandeurs d'asile. Elle rencontre aussi les fadas de Pegida, le parti islamophobe d'un ex-gangster hitlérophile. Un membre d'Alternative für Deutschland a même participé à des réunions néo-nazis. Cette alternative est un précipité brun avec une forte odeur de soufre. Anne-Marie Le Gouanec, merci Thibault Nolte. On pense aussi à Pegida et à ces démonstrations à Dresde, je crois que c'est tous les lundis. Est-ce que, d'une certaine façon, des partis d'extrême droite sont renforcés ou en tout cas se sentent légitimés par ces désordres ? Des partis d'extrême droite et puis des gens qui viennent bien du centre et qui brûlent des centres où on accueille des demandeurs d'asile. Enfin, je veux dire, il y a ce phénomène qui existe comme il existe partout ailleurs en Europe. Il y a une xénophobie qui existe, mais qui est contenue en Allemagne, même s'il y a des manifestations, mais qui est contenue en Allemagne beaucoup plus que dans d'autres pays. D'autres pays se protègent en refusant les émigrants. Oui. Yves Bertoncini, François Hollande et Angela Merkel étaient cet après-midi devant le Parlement européen. Marine Le Pen a attaqué très violemment le président français en disant « vous êtes le vice-chancelier de la province française ». On voit bien derrière ça la critique qu'il peut y avoir concernant Angela Merkel, qui non seulement accueille des réfugiés en Allemagne, mais qui force la main de toute l'Europe. C'est un son qu'on risque d'entendre de plus en plus, non ? Oui, mais enfin, elle ne force pas la main des réfugiés qui votent avec leurs pieds, si je puis dire, qui ne viennent pas beaucoup en France, qui vont beaucoup en Allemagne, qui vont dans les pays du Nord. Mais avec les quotas, ils pourraient être imposés partout en Europe. Oui, mais les quotas, ils ne portent que sur 2 pays qui sont débordés, c'est-à-dire la Grèce et l'Italie. La Hongrie n'en a pas voulu. Il y avait des quotas en France aussi, non ? Oui, mais pour soulager ces 2 pays, à hauteur de 160 000, au départ c'était 40, puis on a ajouté 120, donc ça fait 160 000. Alors là, oui, on se répartit les réfugiés. Mais les ordres de grandeur, sont beaucoup plus grandes, puisqu'on parle de 600 000, 700 000, 800 000. Pour le reste, ils vont se répartir comme bon leur semble d'une certaine manière. Et ils vont aller de manière massive en Allemagne, et pas tellement, semble-t-il, en France. Merci Yves Bertoncini. C'est la conclusion de ce débat pour aujourd'hui. Je pense qu'on le reprendra sous peu. L'émission continue. Merci encore à tous les 3. L'émission continue avec Jean-Mathieu Pernin et Xavier Mauduit. 2 points de vue malicieux sur l'histoire et l'actualité. Après Désintox, la brigade de vérification des faits. Ce soir, comment la louange à Dieu, Allahu Akbar, est traitée, manipulée par des sites d'extrême droite. Regardez. Sur Internet, certains sites d'extrême droite s'effraient à chaque fois qu'une vidéo montre un ou plusieurs musulmans scander Allahu Akbar. Selon eux, il s'agirait d'un cri de guerre employé par les terroristes islamistes, comme ce fut d'ailleurs le cas lors des attentats contre Charlie Hebdo. Faut-il donc avoir peur de tout musulman qui dit Allahu Akbar? Et au fait, que veut dire cette expression? Cette formule arabe, également appelée le takbir, se traduit en français par Dieu est le plus grand. Les musulmans considèrent que Dieu est ce qu'il y a de plus puissant au monde, à tel point que sa grandeur est inimaginable. Allahu Akbar est une expression qui fait partie de la vie quotidienne des musulmans. Elle lance l'appel des 5 prières quotidiennes et est répétée durant celle-ci lorsque les croyants s'inclinent pour rappeler la toute-puissance de Dieu. Elle est aussi traditionnellement récitée lors des naissances dans l'oreille du nouveau-né ou lors de rituels religieux tels que l'abattage halal pour rendre grâce à Dieu. L'expression a également une utilisation populaire. Généralement, les musulmans emploient le takbir pour exprimer leur joie lorsqu'ils ont réalisé un exploit ou pour se donner du courage lors d'une situation de détresse. En clamant Allahu Akbar, la personne se sent protégée par Dieu. Ainsi, il ne sert à rien d'avoir peur lorsqu'on voit des vidéos de réfugiés syriens scander Allahu Akbar suivis de Merkel, Merkel, comme c'était le cas à Budapest cet été. Aussi, si un soir de match de foot vous entendez votre voisin musulman crier Allahu Akbar, pensez à vérifier le score avant de faire intervenir le GIGN. Il se pourrait que son équipe ait tout simplement gagné. Merci Désintox, voilà Jean-Mathieu Pernin et Xavier Mauduit. Salut les gars, qui débusquent des informations affolantes et qui éclairent le présent grâce au passé. On commence avec vous Xavier, le prix Nobel de physique 2015, 2 prix Nobel attribués hier à 2 chercheurs qui travaillent sur les neutrinos et les particules élémentaires qui changent d'identité. Vous n'avez pas pensé à Houellebecq, ce serait beaucoup trop fastoche. Vous avez pensé
Un philosophe antique atomiste, Démocrite, bien sûr. 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est ça. C'est parti, mon petit Xav. On va en Grèce. Et pourquoi d'abord On va à en lui Grèce au 5e siècle avant notre ère, oui, pour rencontrer Démocrite. C'est un type assez étonnant. Avec son maître Leucippe, il a l'intuition que tout ce qui nous entoure est composé de particules vraiment minuscules, invisibles à l'œil nu. Oui, Démocrite a découvert l'atome. Bravo. Alors, on ne va pas en faire tout un fromage. Démocrite nous a compté l'atome, d'accord. Mais surtout, il est connu pour autre chose. Moi, j'aime beaucoup ça. Pour son rire, le rire de Démocrite. C'est d'ailleurs ainsi qu'il est représenté dans l'iconographie depuis. Il se marre tout le temps, Démocrite. Alors, la question, c'est pourquoi rit-il ? Bah oui, de quoi ? Qu'est-ce qu'il fait marrer ? Alors, on imagine Démocrite amateur de bonnes blagues antiques, irrésistibles, je ne sais pas, du genre... Des paradoxes, des trucs fous. Bah, vous connaissez l'histoire de la chaise curule ? Ouais, elle est pliante. Voilà, par exemple. Formidable. Ou le schtroumpf troyen qui tombe et qui se fait un bleu. Ou Paf le chien. Si, Paf le chien, c'est un grand... aussi, ça, déjà. C'est antique, ouais, ça existait déjà à l'époque. Eh bien non, c'est pas ça qui fait rire Démocrite. Ce qui l'amuse, c'est la bassesse humaine. C'est l'homme, son égoïsme, c'est l'avidité, son goût pour l'argent, son manque d'agrément. Il est horrible, l'homme, et ça le fait marrer, Démocrite. C'est assez triste. Démocrite. Alors, surtout, il est compréhensible si on le met en relation avec les pleurs d'un autre philosophe, Héraclide. Héraclide pleure, mais pour les mêmes raisons. Il y en a un qui rit, il y en a un autre qui pleure. Vive Démocrite. Démocrite, lui, a découvert l'atome, c'est bien. Il a surtout appris à l'être humain la consolation par le rire. Et ça, c'est essentiel, parce que le rire, on le sait, c'est communicatif. Alors, vous avez le choix entre le kaléidoscope et le clinique. Je ne vais pas y arriver. Arrête de rire comme ça. Qui rit derrière? C'est Garcimore. C'est Garcimore. Et les deux lapins. Et là, il y a un problème. Faites piou-piou. Qu'est-ce qui lui arrive? Félicitations. Vous n'avez pas connu Garcimore, vous êtes trop jeune, Elisabeth. Bien sûr, je suis du 19e. Je l'ai très bien connu. Faites piou-piou, mon lapin. Exactement. Alors, on savait les animaux victimes de la pollution industrielle. Eh bien, figurez-vous que désormais, ils sont victimes également de la pollution gastronomique. En effet, l'oiseau européen des villes a tendance à se rarifier et des chercheurs le moineau, vous voulez dire. Voilà, le moineau. Ouais. Et les chercheurs du CNRS, le Centre national de recherche scientifique, se sont demandé mais pourquoi le moineau est en train de disparaître en ce moment? C'est bizarre. Eh bien, ils se sont aperçus que tout ça était à cause de la malbouffe. Et oui, à cause de la malbouffe, ils ont comparé deux moineaux, celui des villes et celui des champs, et ils se sont aperçus que l'oisillon urbain était 2 fois plus gros que son cousin campagnard, parce qu'en fait, il mange plus d'insectes, il mange la nourriture qu'on lui laisse. Voilà. Des burgers. Des frites. Exactement, voilà. Et quelle poésie urbaine, c'est vrai, de voir un moineau s'envoler avec une pizza pepperoni au bec. C'est magnifique. Alors, une nourriture trop grasse, trop salée, forcément, ça nous rappelle quelque chose. Mais en fait, notre nourriture à nous rappelle à nous, les humains, tout simplement, parce que le moineau est en train de suivre la courbe de notre ventre, puisqu'une étude publiée au début de l'année a montré que 45% des Français souffraient d'obésité et de problèmes de surpoids, parce que manger trop de hamburgers, ça peut provoquer en effet un surpoids, mais aussi des maladies cardiovasculaires. Mais c'est pas ça qui est en train de provoquer la disparition des moineaux. Non, c'est qu'en fait, le moineau ne se reproduit plus parce qu'il est trop gros. En fait, tout simplement, il n'a plus envie, il digère. Voilà. Donc, il y a clairement une détresse sexuelle chez le moineau des villes. C'était important de le signaler ce soir. Donc, le gras est en train de mettre en pièces, clairement, une espèce, celle du moineau des villes. À Londres, par exemple, c'est 69% de la population volatile qui a disparu en 15 ans. Alors, on peut se poser quand même la question, est-ce que c'est si important que ça que le moineau soit en ville? C'est vrai que finalement, on s'en fiche un petit peu. C'est vrai que... Pas, et en fait, non, mais c'est vrai, c'est important parce qu'en fait, une espèce aussi familière qui se raréfie, ça montre à quel point notre quotidien urbain est toxique, en fait. Et le moineau, c'est un baromètre et qui montre à quel point, également, l'espèce humaine est en train de subir un petit déclin de rien du tout. Alors, pour l'instant, pas d'alarme, c'est vrai, mais le jour où on verra un moineau nous doubler dans la queue chez McDonald's, là, il faudra vraiment s'alarmer, par contre. Un commentaire? Vite? Non. À part cuit? Non, rien. Merci, mes amis, merci à tous les deux. 28 minutes est terminé. À suivre sur l'antenne, une pantoufle, une bouillotte. Un film chaud, tiède, doux, réconfortant. La tendresse. Avec Olivier Gourmet et Marilyn Canto, c'est bon. À demain avec du dur à 20h05. Tchuss. Bis.